plus sur les actions que vous conduisez pour le développement économique de ce territoire que nous aimons particulièrement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci vraiment pour l'organisation de cette rencontre. Je sais que ça n'a pas été simple. Je tiens aussi à remercier Stéphanie Mongeant pour sa persévérance. Mais voilà, effectivement, on était un peu comme vous tous, vraiment en pleine action pendant cette crise pour justement créer effectivement des dispositifs les plus simples, efficaces, réactifs possibles pour venir en aide à tous nos entrepreneurs. On sait que ça n'a pas été simple, on sait que ça n'est toujours pas simple. Et même si je voyais aujourd'hui qu'on a il y a des beaux chiffres sur voilà, les créations d'entreprises, par exemple, mais bon, on sait qu'on a de nombreuses entreprises en difficulté et donc nous, tout au long de la crise, on a essayé d'être au plus près du terrain via des organisations comme la vôtre pour nous faire remonter les problématiques, qu'on faisait également remonter à l'État avec la présidente, afin de à la fois élargir ces dispositifs État dès qu'on voyait un trou dans la raquette et quand ce n'était pas possible, essayer de créer, nous, des dispositifs pour répondre à ces trous dans la raquette. Donc ça a été vraiment l'obsession et avec notamment un plan de relance régional d'1,3 milliard qui a été annoncé en fin mai dernier par la présidente, sachant que je précise, il y a beaucoup de régions, même au niveau de l'État, de grands chiffres qui sortent. Nous, c'est 1,3 milliard, c'est à dépenser là d'ici à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas des plans pluriannuels, voilà, c'est tout de suite maintenant, à tel point qu'il y aura un deuxième acte de ce plan de relance à l'automne. Donc, les 1,3 milliard que je vais vous décrire un petit peu là, c'est tout de suite maintenant, et certains dispositifs ont d'ailleurs déjà commencé, et certains d'entre vous en ont peut-être déjà bénéficié. Et je précise aussi que ces 1,3 milliard, ils sont permis aussi parce que depuis des années, on a une gestion extrêmement rigoureuse des fonds publics. Donc, on est bien conscient que ce n'est pas de l'argent Monopoly. Et les économies qu'on a faites, notamment en déménageant d'ailleurs en Seine-Saint-Denis. Alors aujourd'hui, je ne suis pas à Saint-Ouen, je vous appelle de Sartrouville parce que j'ai une après-midi mairie. Mais voilà, de déménager à Saint-Ouen sur un site unique versus 15 sites précédemment, dans un lieu magnifique d'ailleurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'y venir, Monsieur le Président, je crois bien, Madame la déléguée générale également, mais en tout cas un lieu qu'on veut le plus ouvert possible et qui est vraiment très très agréable. Donc pour rentrer un peu dans le détail, voilà, pour les entrepreneurs qui sont autour de cette table virtuelle du plan de relance, on a mis en place plusieurs dispositifs. Alors, il y en a certains que vous connaissez très bien, hein. Par exemple, le Fonds de solidarité, on a été la première région contributrice, on a mis 156 millions d'euros dessus et on a passé les 3 mois de confinement à essayer de rabâcher vraiment les critères, faire la publicité de ce dispositif, puisque c'est un fonds national et qu'on mettait 156 millions d'euros, mais ils n'allaient pas forcément à la région Île-de-France, donc il fallait absolument que nos entrepreneurs aillent les chercher. Donc ça, c'est les fameux 1 500 euros. On a réussi à faire à évoluer tous collectivement certains critères qui étaient dommageable. Par exemple, au début, il n'était pas accessible aux 0 salariés. On l'a rendu voilà, en faisant remonter ça au préfet, à le rendre éligible à ceux qui n'avaient pas de salariés. On a fait évoluer les critères pour les, les restaurateurs événementiels notamment, pour que ça soit plus favorable, parce qu'ils étaient particulièrement en difficulté. Donc, il y a eu plusieurs évolutions comme ça. Pour la Seine-Saint-Denis, c'est à peu près 100 000 aides qui ont été distribuées à peu près 40 000 entreprises. C'est un montant d'environ 135 millions d'euros. Donc, pas seulement région, État également, mais voilà, on y a largement contribué. Je le dis encore parce que je crois que vous pouvez encore déposer des dossiers, parce que tout ça a été très complexe. Les évolutions des critères sont positives, mais ça rend ça très complexe pour les entrepreneurs, on en est bien conscient. Et donc, par exemple, il y a un volet 2 dans ce fonds de solidarité qui était moins bien connu. Il y avait des critères supplémentaires pour y accéder qui étaient décidés au niveau national, mais
je le dis pour ceux qui ont eu les 1 500 €, qu'ils ont accès, pour une partie d'entre eux, au volet 2 qui peut lui aller jusqu'à 2 000 voire 5 000 €. Donc voilà, c'est à bon entendeur. On a beaucoup parlé au début des problèmes de chômage partiel, des critères, etc. Puis, il y a eu une deuxième phase dans les réunions qu'on avait toutes les semaines avec le préfet et les préfets de département. C'était l'accès au crédit bancaire par les petites entreprises. On voyait qu'il y avait des banques qui étaient réticentes, qu'il y avait beaucoup de difficultés, notamment des TPE. Et donc, nous, on a créé un dispositif qui s'appelait le prêt rebond. C'est un prêt à taux zéro, différé de remboursement de 2 ans, remboursable sur 7 ans. Pour les entreprises de 0, donc les 0 salariés sont dedans, à 250 salariés, qui allaient entre des prêts de 10 à 300 000 €. Donc ce prêt rebond court toujours, même s'il est presque quasiment épuisé. On a attribué près de 3 000 prêts pour environ 136 millions d'euros. C'est un dispositif qu'on fait en lien avec la BPI. Et donc voilà, donc ça c'est aussi un prêt où il y a encore un peu de marge, on arrive presque au bout puisqu'on avait prévu, nous, région, de mettre 150 millions d'euros avec un effet de levier via la BPI, donc là on y est presque. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait, même si les critères ont évolué au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, il y en a peut-être autour de vous, autour de la table là, des startups par exemple, qui échappaient complètement à tous les dispositifs, qui n'ont pas eu de PGE, qui ne rentraient pas dans les dispositifs BPI, etc. Donc, pour eux, c'est là qu'on a créé ce fonds résilience dont on parlait avec le président au tout début, là, en amont de notre discussion. Fonds résilience qui est une première, puisque c'est un fonds par son ampleur de 100 millions d'euros, la région a mis 25 millions, la Banque des territoires a mis 25 millions, et le reste, ce sont tous les territoires d'Île-de-France. Donc, par exemple, tous les établissements publics territoriaux de Seine-Saint-Denis ont contribué à hauteur d'environ 15 € par entreprise pour faire un bonus territorial. C'est-à-dire que il y a un EPT de Seine-Saint-Denis va mettre, alors là, je n'ai pas tous les montants, mais on mis à hauteur de 15 € par entreprise à peu près, qui vont aller uniquement aux entreprises de Seine-Saint-Denis, de ce territoire-là. Et en plus, évidemment, il y a les 25 millions régions, 25 millions banques des territoires qui vont partout dans la région, là où il y a des besoins. Et ce que je disais à M. Pingui, c'est que ça marche très bien pour la Seine-Saint-Denis. Nous, on est toujours très vigilante avec Valérie Pécresse à ce que les dispositifs régionaux bénéficient à tous les territoires. C'est très important que tout ne parte pas à Paris. Donc, on est très vigilant d'ailleurs, en particulier avec la Seine-Saint-Denis. Et là, moi, voilà, quand je surveille les chiffres semaine après semaine, et là, par exemple, la Seine-Saint-Denis est bien au-dessus de son poids économique en termes de bénéficiaires de ce fonds résilience, à hauteur de 17%, alors que le poids économique, c'est-à-dire le nombre d'entreprises par rapport aux entreprises régionales, est plutôt à 11%. Donc ça, c'est bien. Et à l'inverse, Paris et Hauts-de-Seine, je n'ai rien contre Paris et les Hauts-de-Seine, mais peut-être où il y a moins de besoins, sont un peu en dessous de leur poids économique. Et donc, voilà, moi, je fais toujours très attention à ça aussi, à la Grande Couronne, ce qui me concerne un peu moins, mais voilà, que les territoires qui en aient le plus besoin en bénéficient. Alors, c'est quoi ce fonds résilience ? J'aurais peut-être dû commencer par là. Fonds résilience, c'est un peu le même principe que le prêt rebond, mais pour les très petits et ceux qui n'ont quasiment rien eu. C'est-à-dire, j'ai demandé un PGE, j'ai eu une toute petite partie de ce que je voulais ou carrément rien. Parce qu'on se rend compte que parfois la BPI porte très mal son P de public, banque publique d'investissement, et prend peut-être pas assez de risques, on estime. Donc, sans vouloir évidemment dépenser de l'argent public à perte dans des entreprises qui auraient périclité, quoi qu'il arrive, Covid ou pas, on estime que nous, régions, collectivités publiques, on doit prendre un peu plus de risques. Donc, ce sont des prêts de 3 à 100 000 €, enfin des avances remboursables considérées comme des quasi-fonds propres. Pareil, remboursable sur 6 ans, différé de remboursement de 2 ans pour les entreprises de 0 à 20 salariés. Donc là, c'est vraiment pour les tout petits. Alors, je suis désolée, oui, je ne suis pas du tout PowerPoint. J'espère que vous me suivez. Voilà, c'est ça. Voilà, et on a un bonus ESS, si certains d'entre vous sont concernés. C'est-à-dire que pour l'ESS, on n'a aucun critère de nombre de salariés. Sachant que les montants de 3 à 100 000, c'est en fonction du nombre de salariés, mais hors ESS. Et ESS, une entreprise d'ESS de plus de 20 salariés peut bénéficier du fonds résilience.
Là aussi, obsession de la simplicité. Le démarrage a été un peu plus long que prévu parce que il y a des questions qui se posent par rapport aux critères qu'on a fait en amont, en chambre, avec nos partenaires que sont France Active, Initiative, Réseau Entreprendre, l'ADI, qui connaissent très bien les territoires et les entrepreneurs dans tous les territoires. Et la réalité, par exemple, justement, pour s'interroger sur une entreprise qui est en difficulté, quelle entreprise en difficulté on aide et quelle entreprise en difficulté on n'aide pas, en se disant que voilà, l'argent public ne servira peut-être à rien. Donc voilà, il y a des choix un peu cornéliens parfois qui se posent. Donc ça a mis un peu de temps au démarrage, mais là on accélère bien. Et donc le but c'est de réserver 100 millions d'euros pour cela. Il y a eu un autre dispositif qui court toujours, même si on est un peu aussi sur la fin. C'est PMUP Covid. Et alors justement, il y a Baptiste qui m'a envoyé les chiffres où je disais que la Seine-Saint-Denis, c'est à peu près 20% des dossiers. Donc, c'est vraiment très important. En fait, on a une aide classique que vous connaissez peut-être qui s'appelle PMUP, qui est une aide qui va jusqu'à 250 000 euros d'aide à l'investissement, au développement d'entreprise. Et on l'a déplafonné à 800 000 pour pas seulement les PME, mais les TPE aussi et les ETI qui se mettaient à produire des masques, du gel, etc. Pas seulement, alors il y a eu des beaux exemples en Seine-Saint-Denis, hein, notamment au Blanc-Ménil, par exemple, mais il y a aussi des exemples, comme je disais, beaucoup moins visibles, mais tout aussi évidemment utiles. On a été aussi vigilant, bien sûr, à ne pas tomber dans un extrême inverse de surproduction de masques tissus, notamment. Enfin, on se focalise surtout sur les masques chirurgicaux parce que les hôpitaux en auront toujours besoin, mais pas seulement. Il y a eu du gel, il y a aussi des personnes des associations, des entreprises qui ont commencé à produire des blouses. On a eu des boîtes très innovantes de recherche de Covid dans les eaux usées, de production de matières premières pour les masques chirurgicaux. Enfin voilà, donc ça évolue un peu. Et donc, on fait évoluer le dispositif d'ailleurs maintenant de plus en plus pour une aide aussi à des ETI, par exemple, ou à de la production industrielle, parce qu'on a cette ambition de rester une grande région industrielle, même si c'est compliqué en Île-de-France. Pour revenir au plan de relance, donc ça, c'était un peu les mesures d'urgence. Donc, au total, c'est à peu près 500 millions sur ces dispositifs que je viens de citer. On a aussi, sur l'industrie spécifiquement, on parle beaucoup de relocalisation en ce moment. Nous, c'est un mouvement qu'on essaye d'engranger depuis bien avant la crise, qui est compliqué en Île-de-France parce qu'on a moins de foncier. Enfin, c'est évidemment plus complexe. Mais là, on va dédier des aides spécifiques à l'aide à la relocalisation. Donc, il y a à la fois des aides financières. Je le dis à ceux que ça pourrait intéresser. Ça peut être la relocalisation d'un bout de la chaîne de production, par exemple, dans notamment l'aéronautique, l'automobile, la santé, mais pas que. Mais c'est aussi de l'aide via aussi notre agence d'attractivité de Choose Place Region au recrutement, à tout ce qui est visa, à la recherche de foncier. Donc voilà, il y a tout un accompagnement de la région là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des profils plutôt artisans commerçants là dans l'audience. On avait essayé d'engranger un mouvement de numérisation des commerçants avant la crise avec pas un grand succès. On sait très bien aussi ce qu'on arrive à faire et ce qui ne marche pas, et on est très lucide là-dessus. Parce que je pense que ces commerçants ne voyaient pas forcément l'urgence et n'avaient pas le temps avec d'autres priorités. Bon, là, évidemment, ça devient une priorité. Donc, on avait un chèque numérique qu'on a étendu là pendant la crise à d'autres dépenses, par exemple des dépenses de livraison pour des restaurateurs, de livraison de repas à domicile, à des dépenses de formation en numérique en lien avec les CCI ou tout autre entrepreneur. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que là, il y a des personnes, des entrepreneurs du club qui font de la formation en numérique. Typiquement, maintenant, le chèque numérique de 1 500 € pour les commerçants peut être utilisé pour de tels services. Et on les a aussi étendus aux villes, mais là, je ne vais pas m'étendre parce que je ne crois pas que j'ai beaucoup d'élus face à moi. Et ensuite, pour finir, parce que je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est, sauf s'il y a des questions culturelles, tourisme, etc., il y a énormément de choses, je dirais peut-être 2 mots quand même. Des aides pour les filières stratégiques, ce que nous, on estime être en Île-de-France, notamment les filières stratégiques. Donc, j'en ai cité quelques-unes, aéronautique, automobile, ville durable, il y a pas mal de choses. Donc là, on a mis 70 millions de côté là-dessus
pour, par exemple, financer. Il y a une entreprise, d'ailleurs, c'est en Seine-Saint-Denis, je crois, qui voudrait s'implanter sur la batterie électrique. Donc, voilà, tout ce qui est transition écologique, évidemment. Donc, secteur culturel, tourisme, je répondrai s'il y a des questions. Et puis après, il y a des choses qui sortent un peu des aides au développement économique, mais qui sont importantes. On a vu notamment, d'ailleurs, on a eu des soucis, notamment en Seine-Saint-Denis, mais pas que, sur la continuité pédagogique. Vous savez, en septembre dernier, on a proposé à chaque lycée de passer au tout numérique parce qu'il y avait un changement de programme et c'était une occasion de le faire. Donc, soit papier, soit numérique, parce que c'est trop compliqué de faire moitié-moitié au sein d'un même lycée. On a eu on a 50% des lycées qui ont choisi le numérique. Les autres, il y en a beaucoup il y a eu un petit mouvement anti-numérique, anti-écran, ce que je comprends, mais ce que certains ne comprennent pas, surtout quand on est élu dans des territoires où il n'y a pas trop de problèmes, c'est qu'il y a certains élèves qui n'ont que ça et encore, voilà, j'ai un téléphone plutôt moderne, pour travailler et qui n'ont aucun ordinateur ou tablette à la maison. Et donc, on l'a vu pendant le Covid, ça a été un sujet pour ceux qui n'avaient pas fait ce choix du numérique. Donc, on a fait d'ailleurs des réapprovisionnements, d'ailleurs uniquement en Seine-Saint-Denis, parce qu'on n'avait pas des stocks énormes. Et donc là, en septembre, on va faire le plus grand déploiement numérique européen éducatif en équipant tous les lycéens sans leur demander leur avis aux professeurs, sauf si la famille refuse, ça c'est un droit, en ordinateur, les lycéens de seconde. Donc voilà, il y a eu beaucoup, je vous le dis aussi, ce qu'on a beaucoup fait en Seine-Saint-Denis. On a une augmentation de la précarité suite au Covid, avec des familles qui ne pouvaient pas mettre leurs enfants à la cantine par définition, avec une augmentation du coût de la vie. Et donc, on a multiplié les distributions alimentaires, notamment dans le département de Seine-Saint-Denis. Puis, bon, moi aussi, par exemple, chez moi, ça retrouvait dans des villes un peu plus en difficulté parce qu'on a vu notamment des nouveaux publics, type des étudiants qui n'avaient plus leur petit job. Donc, il y a tout un aspect du plan de relance qui est sur la précarité. Et puis, le dernier aspect, c'est toute la transition. Dernier aspect dans mon exposé, mais pas dans son importance, c'est tout ce qui est transition écologique, puisque nous, on travaille beaucoup là-dessus depuis des années avec notamment les transports. Donc là, on remet au pot sur ces thématiques, sur le déploiement du vélo, on a lancé un budget participatif environnemental, là, 100 millions d'euros chaque année pendant 5 ans, pour financer des projets locaux. Donc voilà, bon bref, j'ai pas le temps de tout vous exposer, mais je vous ai donné un petit aperçu et voilà, je suis plutôt là pour répondre évidemment à toutes vos questions. Alors, allô, bonjour. Ah oui, j'ai pas parlé de l'emploi, évidemment, la formation, etc. Mais bon, on va peut-être en parler. Pardon, bonjour. Allô, oui. Allô, bonjour. Monsieur, un instant, je vais juste… alors, je vous mets juste en mute un instant. Est-ce qu'on commence d'abord par les questions qui avaient été posées lors de l'inscription, Madame Dublanche? Comme vous voulez. Et puis après, parce qu'en fait, j'ai quelques questions. Par exemple, quelle aide pour l'agriculture urbaine? Ah oui, oui. Donc, tout à fait. Je commence par là? Oui, voilà. Alors, l'agriculture urbaine, ça fait 2 ans qu'on aide des projets. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans votre département où il y a une très forte dynamique sur ces sujets-là. Donc, chaque année, on a un appel à projet où on finance et c'est un budget qui est plutôt en augmentation. Il n'y a pas particulièrement de mesures dessus dans le plan de relance. Dans le plan de relance, ça a été… alors, il y a eu des mesures plutôt d'urgence pour l'agriculture. Pas forcément pour l'agriculture urbaine, puisque ce n'était pas forcément le secteur le plus en difficulté. Le plan d'urgence pour l'agriculture, c'est 1 million justement d'aides alimentaires. En fait, je viens de vous dire qu'on a fait beaucoup plus de distribution alimentaire. Et de l'autre côté, on avait les agriculteurs en difficulté. Donc, on a mis 1 million d'euros qu'on a attribué aux Restos du Cœur, Croix-Rouge, etc. pour qu'elles achètent des produits franciliens. Comme ça, on aidait aussi nos agriculteurs tout en étant les plus démunis avec des produits franciliens. Il y avait tout un aspect de fonds d'urgence, notamment pour les horticulteurs pépiniéristes. Donc, s'il y en a en agriculture urbaine, bien sûr, qui peuvent en bénéficier, qui ont été particulièrement impactés, parce que c'est leur période où ils font 70% de chiffre d'affaires, la période du confinement, donc ça a été très complexe. Et 1 million d'euros pour, là, ça peut être utile pour l'agriculture urbaine. Sur tout ce qui est circuit court, on a vu un retour au circuit court pendant la crise, avec des franciliens qui ont cherché autour d'eux où acheter des produits locaux et des agriculteurs qui se sont organisés pour faire plus de ventes à la ferme, de drive fermier, etc. Et donc, on veut pérenniser ces structures-là. Donc, on a mis 1 million d'euros pour financer jusqu'à 70%
ces boutiques. Donc, ça peut être aussi pour des boutiques, pour l'agriculture urbaine, ça marche aussi. Donc, ça, c'est en cours. Vous pouvez aller voir sur le site de la région, il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup. Une autre question, quelles aides pour les organismes de formation? Alors oui, effectivement, j'ai omis tout ce qui était emploi, qui est le deuxième axe du plan de relance, qui est un point important. La situation en termes d'emploi, elle est évidemment critique. Nous, on pense qu'on va avoir 300 000 chômeurs supplémentaires. D'ici la fin de l'année, avec l'Île-de-France, on pourrait dépasser le 1 million de chômeurs, ce qui est inédit et un très triste record. Donc évidemment, il y a tout un axe. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de métiers qui vont recruter. Numérique, sanitaire et social, sécurité. Donc, sur ces métiers-là, il faut accélérer les formations. Donc, nous, c'est ce qu'on fait avec… alors, combien on a mis? Bon, on met 230 millions d'euros pour justement accélérer ce retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Nous, on est en charge des demandeurs d'emploi à la région. Donc, on va doubler, par exemple, les places de formation dans les secteurs que je viens de citer. Dans l'agriculture aussi d'ailleurs. 20 millions aussi pour financer une aide de 1 000 euros pour inciter les demandeurs d'emploi à aller vers ces métiers-là. Donc au total, c'est 230 millions d'euros qu'on investit dans de la formation pour accélérer la formation de métiers qui vont peut-être disparaître dû au Covid vers des métiers qui vont fortement embaucher. Donc là-dessus, on est très mobilisés dans notre compétence de formation des demandeurs d'emploi. Je vous remercie. Il y a une question qui vient de s'inscrire dans le chat box. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah non, je ne suis pas dessus. Hop. Je peux vous la lire, sinon. Conversation, ouais, d'accord. Alors, hop. Chèque numérique, je ne suis pas éligible. Oula, alors… Alors, bon, je préfère que vous m'envoyiez peut-être un mail parce que je vous répondrai plus particulièrement. C'est vraiment pour les commerces. Donc, de ce que je vois, je ne sais pas si, voilà, une activité de cours de yoga considérée comme un commerce, mais bon, on ne va pas rentrer dans une conversation privée là. Mais, oui, comme je l'indiquais, j'avais également un commerce. J'ai plusieurs activités et c'est pour ça que mon code APE n'est pas dans la liste. Alors, il faudrait m'envoyer ça peut-être par mail pour que, avec toutes les informations, etc., précises, et je vous répondrai. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Mbachou, vous souhaitiez poser une question? Monsieur Mbachou? Écoutez, on va passer à autre chose. Allô? Allô? Voilà. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, je n'avais pas touché sur le micro. Pardon. Oui, j'ai deux questions. En fait, je voulais savoir, pour une entreprise qui a omis avant la date pour la deuxième récession, pour la deuxième aide pour des entreprises, si une entreprise a omis de le faire, est-ce que vous croyez qu'il est encore éligible? Alors, vous avant parlez la date du 30 juin. du deuxième volet du fonds de solidarité? Oui. Vous avez eu les 1 500 euros? Oui. Alors, est-ce qu'on est encore bon en termes de délai? Est-ce que Baptiste, tu sais ça ou pas? Ah, jusqu'au 15 août, oui, c'est bon. Ah, d'accord. Alors, d'autant que cette aide, j'en profite pour préciser, donc c'est cette aide où on a rendu éligible les 0 salariés, et ce n'était pas le cas avant, donc c'est très compliqué pour nous de revenir en arrière, de rappeler ceux à qui on avait dit non. Enfin bon, bref, c'est pas nous c'est une bonne évolution, hein, on l'avait demandé, mais c'est très complexe. Alors, on passe beaucoup par les experts comptables, notamment parce que les infos changent tout le temps. D'accord. Ce deuxième volet, alors, contrairement au premier volet, vous savez que le premier volet aussi, il peut être en plusieurs fois, mais là, je pense qu'il y a peut-être les délais qui sont passés parce que c'était chaque mois depuis mars. Et le deuxième volet, en revanche, les 2 000 jusqu'à 5 000 euros, c'est en une fois. Donc, vous pouvez tout à fait y faire appel. Il y a d'autres critères que pour le premier volet, ce n'est pas automatique. Mais normalement, c'est encore très… C'est toujours dans le même site, excusez-moi, c'est toujours dans le même site info.gouv? Non, c'est sur le site de la région. C'est le site de la région. À la fin de la session,
Je vous enverrai la présentation de Madame Dublanche et dessus, il y a tous les liens. Ah, il y a le lien dessus. D'accord. Ouais. Oui, ma deuxième question, c'était de savoir, aujourd'hui, en tant que PME, en fait, au niveau de la trésorerie, c'est c'est très serré. En fait, on souhaite prendre des apprentis. Est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui financent, c'est-à-dire qui peuvent payer des apprentis, dont payer leur école et que nous, on les forme, sans toutefois que c'est l'artisan qui paye l'employé, qui paye l'apprenti. Parce que Je ne suis pas assez experte. Tout ce que je sais, c'est que la région, nous, elle finançait les centres de formation d'apprentissage, les CFA d'apprentis, mais l'État a décidé de nous enlever cette compétence. Donc, d'accord. on va quand même continuer à travailler là-dessus, mais en tout cas, nous, on était en charge des bâtiments et des lieux d'apprentissage. Sur ce que vous demandez, je ne sais pas. S'il y a des aides peut-être spécifiques suite à la relance pour baisser le coût d'un apprenti, peut-être, je ne sais pas, oui. Si je peux me permettre, alors, excusez-moi monsieur, si je peux me permettre, effectivement, il y a des aides pour le recrutement d'apprentis jusqu'à Bac+3 en contrat d'apprentissage jusqu'à 8 000 euros. Jusqu'à 8 000 euros et vous pouvez également cumuler avec les emplois francs. Donc, ça peut faire de 8 000 euros et plus 5 000 euros en emploi franc. Ça peut vous aider pas mal à payer votre apprenti. D'accord. Est-ce que je peux avoir un lien pour… Je vous enverrai ça. Envoyez-moi un petit mail et je vous enverrai toutes les informations. D'accord. Le mail c'est Stéphanie Monjoint. Stéphanie? Oui, c'est moi-même. Oui, parce que je ne sais pas si j'ai votre mail pour pouvoir vous envoyer. Si vous avez mon mail, parce que vous êtes inscrite à l'événement de cet après-midi, donc vous avez les coordonnées, mais je vais retrouver vos coordonnées, je vous enverrai tout ça. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie parce qu'aujourd'hui, en fait, on est bloqué par rapport à ça. Parce que quand on prend une apprentie, peut-être qui a déjà plus de 20 ans, on est quand même en train de lui payer presque le SMIC. Et si c'est une apprentie qui n'a pas… Bon, on n'attend pas qu'elle ait un retour puisque c'est une apprentie, mais en prenant dans la trésorerie toutefois, comme ça pour une petite entreprise, c'est pas évident. Bien sûr. Mais je vous enverrai tout ça, n'ayez crainte. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Madame Dublanche, il y a une autre question. Bonjour, y a-t-il des aides spécifiques prévues pour l'embauche des salariés? Bon, ça, on vient de parler, c'est de l'apprentissage. Et il y a les emplois francs, évidemment. Il y a beaucoup. Là, suivez un peu ce qui va être dit cet après-midi par le Premier ministre, que je crois qu'ils vont quand même annoncer des choses pour l'emploi des jeunes. Donc là, c'est plutôt au niveau État. Le Fonds Résilience, quels sont les documents à fournir pour une auto-entreprise? C'est la même chose que pour les autres. Là, j'ai plus tous les documents en tête, mais c'est très simple. On peut vous envoyer on a une petite brochure dessus, donc on peut vous l'envoyer, mais il faut aller sur le site Fonds Résilience et vous aurez tout de suite. Je crois qu'il faut répondre à un questionnaire plutôt que… il y a peut-être 2-3 documents, mais… C'est très simple. Enfin, pour l'avoir parcouru, c'est très simple. Tout est bien expliqué. Ouais, tout est bien expliqué. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, puis-je encore poser une question par rapport au chèque numérique, s'il vous plaît? Oui. Alors, ce sera la dernière parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui posent des questions. D'accord, ce sera la dernière. Merci. En fait, par rapport au chèque numérique, comment il faut s'y prendre? Il faut déjà faire un devis pour pouvoir avoir ces chèques numériques ou automatiquement il faut saisir directement la chambre de commerce, la chambre de métier. Le chèque numérique, c'est pour les commerces. Vous êtes un commerçant? Oui, une SARL. Mais vous êtes un commerçant avec une boutique un salon de coiffure. Un salon de coiffure, très bien. Un salon de coiffure. Mais vous pouvez, alors pareil, vous allez, je pense que le lien est aussi dans la présentation. Il faut aller sur le site de la région et vous faites votre demande, vous montrez votre projet, donc à quoi servirait les 1 500 €. Et puis après, il y a une instruction par la CCI. Et voilà, et on étudie votre dossier et on décide en fonction de combien on vous attribue.
D'accord, d'accord. Avec un devis dans le dossier, s'il vous plaît? Avec Un devis? un... Avec un prévisionnel de devis? Ah, j'ai pas en tête les pièces qu'il faut donner, mais vous allez sur le site de la région et vous verrez tout. Attendez, je vais vous mettre le lien. Il est dans la presse, non? Il doit être dans la présentation, oui. Ouais, bah, vous aurez Baptiste tout dans la Orlandini présentation. met au fur et à mesure tous les liens sur le chat. Super. Voilà. Une autre question, est-ce que le prêt rebond est-il bien complémentaire au PGE? Oui, tout à fait. La présidente, Valérie Pécresse, a voulu à chaque fois que nos aides soient les plus souples possibles. On est conscient. Alors, on vous demande, dans le prêt rebond, on vous demande si vous avez fait une demande de PGE ou de prêt bancaire. Si vous nous dites non, on va vous dire, allez d'abord demander et ensuite on verra. Parce que nous, notre aide, elle est censée combler les manques. Mais si vous revenez vers nous en nous disant, j'ai eu mon PGE, mais j'ai demandé 60 000 et j'ai eu 10 000, là, on va étudier votre dossier. Donc, mais on vous demandera quand même, comme première étape, d'essayer d'obtenir un PGE ou un prêt normal. Très bien. Idem pour résilience. Merci beaucoup. Et j'avais une question sur le TPE. Alors, je sais que ce n'était pas forcément le sujet aujourd'hui, on était plus sur le Covid-19, la crise et la reprise. Mais pourquoi pas, parce que le TPE fait aussi partie des outils de la région de subvention TPE, PME, InnovUp, Backup, je crois aussi. Donc, si vous pouvez nous en parler, 2 petits mots des UP. Tout à fait. Voilà. Alors ça, ce sont nos aides classiques. En fonction de votre nombre de salariés, en gros, vous avez 3 aides, notamment, il y a TPE pour les TPE qui va jusqu'à 55 000 euros. On a PME pour les PME qui va jusqu'à 250 000 euros. Et après, on a InnovUp pour tout ce qui est innovation, comme son nom l'indique, qui peut aller bien au-dessus de tout cela, qui peut aller jusqu'à 100 000 euros en subvention et même bien plus en avance remboursable, donc en prêt à tout zéro. En gros, qu'est-ce qu'il faut ça finance des projets de développement. Donc, on va regarder, par exemple, sur un projet, combien de personnes vous comptez embaucher. Ça va jouer dans la décision de vous attribuer une aide, parce que nous, notre job, c'est de vous aider à créer de l'emploi. C'est souvent des projets avec une dimension internationale. Par exemple, j'ai besoin d'embaucher un commercial pour développer un marché étranger. Donc, on va financer dans ces TPE, c'est 250 000 euros, c'est 155 000 euros. On va financer à la fois de l'investissement, donc j'ai besoin d'acheter une nouvelle machine pour produire je ne sais quoi, ou des financements de postes. Type, je vous dis, un commercial, un VIE à l'international, un poste stratégique. Donc, on va financer en partie. Donc, tout ça, voilà, ça peut financer tout ça. Et InnovUp, il faut évidemment une dimension d'innovation, pas forcément technologique, ça peut être de l'innovation sociale. Et Backup, en fait, c'est un peu le rebond là, dont je viens de vous parler, parce que Backup, on a eu toujours beaucoup de difficultés à pouvoir l'utiliser parce que ça ne rentre pas dans les règles européennes. En fait, on n'a pas le droit d'aider des entreprises en difficulté. Donc là, avec la crise, ils ont un peu assoupli les règles, donc on a pu faire rebond. Mais sinon, c'était plutôt ces 3 dispositifs-là. Et après, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui sont dans l'ESS. On a des dispositifs spécifiques ESS avec des accélérateurs, ou dans l'industrie aussi d'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans l'industrie, des aides, donc des accélérateurs où on finance, en fait, par exemple, sur l'accélérateur ESS, c'est avec HEC et la Fondation Accenture qui vont coacher des entreprises de l'ESS. D'ailleurs, on a pas mal en Seine-Saint-Denis dans les 2 promos, là, pour les aider à essaimer, à s'agrandir, à essaimer sur les différents territoires. Parce que quand il y a une solution qui marche bien avec un impact social, on veut évidemment aider à la diffuser. Et sur l'industrie, pareil, un accélérateur pour aider nos PME à grandir, à se transformer en ETI. Donc, on a aussi des aides sur l'aide à la modernisation du processus de production sur l'industrie. Donc, on va aider des petites PME industrielles à se moderniser, des aides sur l'intelligence artificielle pour que les PME puissent s'en saisir, pas seulement les grands groupes.
Donc, c'est vrai qu'on a un très large éventail. Et après, on a des politiques par filière, sur certaines filières stratégiques pour l'Île-de-France, que j'ai citées tout à l'heure, où on va avoir des actions spécifiques en lien avec toutes les organisations professionnelles. Voilà en résumé. D'accord. On mettra les liens effectivement aussi de tout ce qui est TPE, PME, PinoVup sur le retour avec Stéphanie, oui. je voudrais intervenir quand on parle des secteurs spécifiques. La Seine-Saint-Denis, Madame Dublanche, a des secteurs spécifiques dans le domaine de l'audiovisuel, de l'image, des studios. Alors, dans ce domaine, il y a des grosses boutiques, bien sûr, mais il y a aussi une quantité très importante de TPE, PME qui sont des sous-traitants du secteur audiovisuel ou de l'événementiel. Nous avons beaucoup de traiteurs sur le territoire de la Seine-Saint-Denis qui travaillent dans l'événementiel. À aujourd'hui, le secteur de l'image et le secteur de l'événementiel en général sont en pleine crise et ça correspond à un nombre d'emplois considérable et à un nombre d'entreprises relativement importantes en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a, et aussi bien dans le secteur nord de la Seine-Saint-Denis que dans le sud, parce que Montreuil ou Saint-Denis sont deux points forts du secteur audiovisuel. Est-ce qu'il y a des démarches spécifiques dans ce domaine sur l'Île-de-France? Vous avez parlé de l'automobile, vous avez parlé du cinéma, vous avez parlé de l'aéronautique, vous avez parlé de la santé, qui sont effectivement des secteurs importants sur le territoire de l'Île-de-France, mais le secteur de l'image est aussi un secteur important en Île-de-France. Tout à fait. Et c'est un facteur d'attractivité extrêmement important, notamment dans un contexte post-Brexit, où on est en compétition avec le Royaume-Uni pour des investissements massifs d'entreprises type Netflix, voilà, qui ont besoin aussi de studios. Donc ça, on sait qu'on a une carte à jouer. Et donc je sais, là ça notamment, c'est notre agence d'attractivité qui travaille beaucoup dessus avec le comité du film qu'on a maintenant intégré à l'agence d'attractivité, parce qu'on a vu ça pas moins comme un aspect culturel que économique. Les facteurs d'attractivité, donc les équipes travaillent à vendre la destination Île-de-France pour les tournages et pour développer l'écosystème et donc faire travailler nos entreprises locales, quelle que soit leur taille là-dessus. Et pour répondre sur l'aspect traiteur, événementiel, etc., il y a quelque chose qu'on a fait en 2017 qui s'appelle un Small Business Act à la française, où on a, pour permettre davantage aux PME, TPE d'accéder à la commande publique. Parce que certains nous disent, moi, je n'ai pas besoin d'aide, de subvention, je veux du la commande, du chiffre d'affaires. Des marchés, voilà. Et la région Île-de-France, c'est plus d'1 milliard de commandes publiques par an. Donc, on a fait ce Small Business Act qui est toujours perfectible, hein, parce qu'on on peut toujours faire mieux, mais qui a permis de faire des lots plus petits, de faire des avances de trésorerie qui pouvaient bloquer les PME, qui a permis de numériser beaucoup de choses pour éviter de demander 10 fois la même pièce à une petite TPE qui a autre chose à faire. Et donc, là-dessus, on essaye d'être exemplaire. Nous aussi, par exemple, à la région, maintenant, quand on passe par des traiteurs, etc., on essaye notamment de faire travailler aussi des entreprises adaptées, de l'ESS, mais pas seulement. Et donc, voilà, de faire travailler le local, même si, en vrai, on n'a pas tout à fait le droit de dire préférence Île-de-France, mais on trouve toujours des moyens dans les marchés publics pour essayer de donner plus de chance aux nôtres. Et il y a évidemment un enjeu énorme avec les JO, notamment dans votre département, où pour nous et la présidente, c'est vraiment une priorité que ça bénéficie un maximum au local, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, et notamment c'est un sujet en Seine-Saint-Denis, on a plein de grands groupes qui s'implantent, etc., mais ça ne bénéficie pas toujours à l'emploi local. Et donc ça, il ne faut pas que ça nous passe sous le nez pour les JO. Donc j'espère vraiment que le CIO, tout le comité d'organisation, etc., nous, c'est un axe qu'on a mis très en avant en tant que partenaire financier et faire en sorte que ça bénéficie à tout le tissu local. Donc voilà, plusieurs axes de travail.
Oui, et du reste, sur le développement économique de la Seine-Saint-Denis, la pandémie a mis en avant peut-être d'autres façons de travailler. Oui. Et la Seine-Saint-Denis a une caractéristique particulière. Tous les matins, il y a 300 000 personnes qui quittent la Seine-Saint-Denis pour venir travailler essentiellement à Paris, mais dans le 92 aussi et dans d'autres départements. Et il y a 300 000 personnes qui vont en Seine-Saint-Denis en venant d'autres. Il y a une espèce de… Mais c'est les emplois qualifiés qui viennent d'ailleurs qui arrivent en Seine-Saint-Denis et les emplois non qualifiés qui sortent de la Seine-Saint-Denis le matin pour aller ailleurs. Et c'est un problème qui est important parce que d'abord, ça crée au niveau des transports des surcharges considérables de transport, et puis c'est un déséquilibre parce que quelque part, il y a de la création de richesse créée en Seine-Saint-Denis qui s'en va ailleurs. Et inversement, on a exactement la même chose au niveau de nos diplômés. L'essentiel, il y a 2 universités en Seine-Saint-Denis qui ont un certain nombre de qualités. Il y a plusieurs IUT, il y a des grandes écoles, mais l'essentiel des diplômés, une fois qu'ils sont diplômés, quittent la Seine-Saint-Denis pour aller dans les départements limitrophes. Et en revanche, on récupère en Seine-Saint-Denis beaucoup des non-diplômés des départements limitrophes. Il y a aussi cet échange quotidien au niveau des salariés, mais plus structurellement, il y a l'échange au niveau intellectuel des détenteurs du savoir. Il y a des investissements qui sont faits sur notre département pour créer des savoirs. Les savoirs s'en vont. Et au contraire, des hommes et des femmes à très faible qualification arrivent. Donc c'est un problème de fond en termes de développement économique de faire en sorte que ces distorsions s'atténuent. On ne va pas les faire disparaître en 5 minutes, personne n'est dupe, mais qu'ils s'atténuent et nous nous interrogeons sur les évolutions aujourd'hui des modes d'exercice de son travail au travers de ce qu'on a vu au niveau de la pandémie où on a découvert d'autres façons de travailler, n'était pas un moment de s'interroger sur un certain nombre de mesures qui permettraient d'accélérer le processus et de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle urbanité qui s'installe et qui lutte contre la pauvreté, parce que finalement, la pauvreté s'installe en Seine-Saint-Denis parce que la non-qualification s'installe en Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est un point non négligeable en termes de développement économique. Donc, je m'interroge, moi, sur l'occasion peut-être que nous avons de cette remise en cause que nous provoque la pandémie, de réfléchir à des problèmes de fond sur l'organisation du travail et sur l'organisation de l'espace urbain pour permettre un rééquilibrage intelligent et une urbanisation plus harmonieuse sur le plan social, qui passe souvent par une harmonisation aussi sur le plan intellectuel, c'est-à-dire sur la répartition des richesses intellectuelles sur le territoire. Alors ça, c'est une question, ça résume notre enjeu. D'ailleurs, depuis qu'on est élu, Valérie Pécresse, elle a fait toute sa campagne sur les fractures territoriales. Et ce n'est pas seulement parce que c'était un beau slogan de campagne, c'est parce qu'on a effectivement un réel problème, que ce soit ces fractures sociales ou aussi territoriales, d'ailleurs, avec toute la ruralité. Et c'est un autre sujet, mais dont j'ai la charge d'ailleurs, qui est tout aussi important. La ruralité qui se sent exclue dans cette région capitale. Donc, on est tout à fait conscient. Moi, je lisais des chiffres assez terribles sur les fractures territoriales qui se sont en plus aggravées pendant la crise. Par exemple, sur le Covid, la surmortalité en Seine-Saint-Denis est 2 fois plus élevée à celle des départements de l'Ouest parisien. Donc, des choses comme ça, c'est terrible. On s'est aussi rendu compte de cela, de la France qui travaille, enfin rendu compte, on le savait, mais ça a été très flagrant quand on a fait les distributions de masques dans les transports.
il n'y avait personne dans les gares de l'Ouest. Les gares de l'Est étaient blindées. Donc, on voyait bien qui allait au front travailler. C'est 300 000 personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, et encore plus pendant le Covid, où il y a des gens qui n'avaient pas le choix d'aller travailler, tandis que certains étaient en télétravail, étaient aussi, évidemment, tout aussi utiles à l'économie, mais ce n'est pas les mêmes risques. Donc, ce sujet-là, il date d'avant le Covid. On sait très bien. C'est aussi pour ça, il y a des choses symboliques, mais importantes. Par exemple, le fait que nous, on déménage à Saint-Ouen, c'était une question d'économie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était aussi une question très symbolique. La région, ce n'est pas que Paris. Ça, c'est le combat de Valérie Pécresse. Il faut arrêter. Ce n'est pas que Paris. C'est tous ces quartiers. On est la première région économique d'Europe, mais on est aussi la région de toutes les fractures et on en est très conscient et c'est ce contre quoi on se bat. Donc, arriver à Saint-Ouen avec tout le mouvement que ça entraîne de consommation locale, etc. C'était avec 2000 personnes sur place, c'était un acte, mais évidemment, ça ne suffit pas. Et c'est toute la question de rééquilibrage Est-Ouest qui est une espèce de tarte à la crème depuis des années, sur lequel je pense qu'on avance au fur et à mesure. On y a notamment travaillé sur toute la période Brexit/attractivité. Maintenant, on essaye beaucoup d'attirer des entreprises étrangères, d'essayer de les sortir en gros de la défense pour les attirer notamment à l'Est. Alors, ce n'est pas qu'en Seine-Saint-Denis, mais par exemple, attirer Iris Oyama à Lieusaint en Seine-et-Marne, c'est une façon de rééquilibrer, de créer de l'emploi aussi qualifié dans ces territoires où il y en a moins. Il y a aussi, par exemple, il y a un axe fort de toute cette politique d'attractivité après le Brexit, ça a été les lycées internationaux. Parce que la première question qu'un salarié à Londres va vous poser s'il veut se rapatrier, c'est est-ce qu'il y a des lycées internationaux pour mes enfants? Donc, on a beaucoup accéléré là-dessus. Et au lieu, évidemment, de se dire facilement, on va tout mettre à Saint-Germain-en-Laye, à Versailles, bon, je caricature évidemment, justement les disperser sur le territoire. Par exemple, Noisy-le-Grand, très grand lycée international, ça a été un des premiers à sortir de terre. Un à Vincennes aussi, c'est sud-est, mais voilà, essayer de cranter des populations de cadres à l'est aussi de cette façon. Donc, après, c'est les transports, les JO vont aussi jouer. Enfin, c'est multi. Et l'habitat aussi. Madame. Comment? L'habitat, si les gens à haute qualification viennent travailler à l'Est et qu'ils dépensent leur argent à l'Ouest, il y a un transfert de richesse. Il faut aussi qu'on arrive à restructurer l'urbanité pour que non seulement ils travaillent à l'Est, mais ils habitent à l'Est. Exactement. Et là-dessus, alors sans vouloir faire de la politique, mais je pense que on est toujours obligé d'en faire. Il y a aussi des sujets de sécurité qu'on connaît dans certaines villes de l'Ouest. Hein. Voilà, encore une fois, là, je vous appelle de Sartrouville, on a aussi des sujets dans certains quartiers. Mais il y a pas mal de villes là, qui ont basculé. Voilà, on a changé de majorité avec par exemple, on a beaucoup de villes de Seine-Saint-Denis qui ont toujours refusé de mettre de la vidéoprotection alors que la région finançait à quasi 100%, parce que c'est idéologique. Et or, je pense que voilà, si on ne se sent pas en sécurité dans certaines villes, on va avoir plus de mal pour des cadres à peut-être aller y habiter. Et donc, je pense que là, certaines villes qui ont basculé, peut-être ça changera un petit peu aussi. Et par ailleurs, pour répondre à votre question des nouveaux modes de travail, il est clair que nous, par exemple, le télétravail, ça fait des années qu'on pousse pour le télétravail, notamment auprès des grands groupes, parce que c'est des grosses masses de salariés qui resteraient. Par exemple, moi, si j'ai un lieu de télétravail à Sartrouville, au lieu d'aller manger à la Défense, je vais manger à Sartrouville, donc je vais faire vivre l'activité locale. Donc nous, on pousse beaucoup là-dessus en finançant par exemple des lieux de télétravail, de coworking. Voilà, mais il faut que les villes le veuillent également. Mais bon, ça c'est un sujet énorme que évidemment je ne peux pas régler en 10 minutes. Non, mais c'est des sujets que le ME 93 sur lequel nous travaillons. Oui. Nous avons comme objectif d'être des entreprises engagées dans la réflexion sur le territoire dans lequel on travaille, pour que ce territoire soit non seulement un lieu de développement économique, mais un lieu de développement d'une harmonie sociale. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas de développement économique sans harmonie sociale. Si on n'arrive pas à créer l'harmonie sociale, on ne crée pas les conditions d'un bon développement économique. Et je pense que
le chiffre caricatural, mais malheureusement vrai, qui est de dire le matin, il y a 300 000 personnes qui quittent la Seine-Saint-Denis pour aller à Paris et aux alentours, et il y en a 300 000 autres qui sortent de ces endroits-là. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes bourses. Ouais, bien sûr. Et que là où se dépense l'argent, c'est là où se crée la richesse, et que l'argent qu'on dépense en Seine-Saint-Denis par les moins favorisés, forcément, est moins disponible pour le développement économique que ce qui est déposé. Alors, on le gagne en Seine-Saint-Denis et on le dépense ailleurs. C'est ça qui est une problématique. Et qu'il faut essayer de trouver les bonnes voies et moyens. Mais j'ai commencé par dire que ce n'était pas simple, que ça ne se ferait pas en 5 minutes, que ce n'est pas du yaka, suffit de faucon. C'est une réflexion qui va prendre du temps, mais il faut l'avoir en permanence en tête, cette réflexion. Parce que une région Île-de-France, pour continuer son développement, a besoin de lutter contre ces ruptures sociales. Si elle ne lutte pas contre ces ruptures sociales, elle aura un lourd handicap pour son développement économique. Bien sûr. Je pense, personnellement. C'est à la base de toute notre politique et donc on essaye d'agir par les différents leviers de la région. Mais c'est vraiment ce qui drive la présidente au quotidien. Donc, c'est l'enjeu. On sait que c'est évidemment l'enjeu de cette région complètement diverse. Mais c'est ce que je sais personnellement et c'est comme nous le savons. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes et nous voulons être des partenaires actifs dans cette démarche. Voilà. Merci à vous. Merci, on en a besoin. On a besoin de toutes les bonnes idées. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes attendue, Madame Dublanche. Donc, on ne va pas prendre plus de votre temps. C'est déjà très, très, très gentil d'avoir accepté notre invitation. C'était important. Je vais envoyer un petit retour avec tous les liens que vous nous avez envoyés, dont vous nous avez parlé, dont le PowerPoint plus tous les liens sur les ups. Il est possible certainement qu'on va laisser passer, je pense, la fin du deuxième semestre, parce que je pense que vous allez être très, très sollicité. Donc, on verra, mais peut-être qu'on se reverra. Je pense que ça peut être important de refaire une intervention, j'espère en présentiel, oui. sur tous les ups. Je sais qu'on avait parlé… On peut vous accueillir à Saint-Ouen. Voilà, exactement, c'est exactement sur de là que j'allais en visite. Voilà, exactement. On avait parlé déjà avec vos collaborateurs pour différentes actions que le ME mène au quotidien, comme Pose ton idée, où on avait déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Et on n'avait pas pu faire, là, du coup, on n'a pas pu faire parce que tout a été reporté. Mais on aura l'occasion certainement, effectivement, d'en reparler et de se revoir à nouveau en présentiel. Et, avec plaisir. Mais en tout cas, merci, un grand merci à vous. Merci à vous. Laisse mon président conclure. Bien, quelque part, la dernière conversation que nous avions avec Mme Dublanche, c'était un peu une conclusion, en montrant que derrière le quotidien d'aujourd'hui, il y a des problèmes beaucoup plus importants, mais qui sont fondamentaux pour le développement de nos entreprises sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, mais aussi le développement de la région Île-de-France. Donc, Mme Dublanche, je vous remercie énormément d'avoir consacré cet espace de temps pour nos adhérents. On va mettre en réseau notre conversation, donc ça va se diffuser. Et puis, sur les sujets de la rupture sociale et de comment lutter contre la rupture sociale, je pense que nous pourrons faire un important travail en se basant sur des entreprises du territoire de la Seine-Saint-Denis qui se trouvent confrontées à ces problématiques au quotidien, à la fois dans leur recherche de personnel, à la fois dans leur recrutement, dans leur gestion, dans leur développement économique. Ce sont des acteurs du quotidien de problèmes qui sont essentiels pour le développement de la région. Donc, avec plaisir pour échanger sur ces sujets. Voilà, nous sommes prêts à apporter notre contribution à sa valeur, à son bon niveau, mais notre contribution à une réflexion générale sur cette donnée. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très vite. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.